notre 11e saison de Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle en temps de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains sur la plateforme Zoom. Donc, 3 thèmes seront ici abordés durant les différents webinaires. Garder une bonne santé sexuelle en temps de pandémie grâce aux valeurs relationnelles, le couple et coronavirus, et le confinement comme possible terrain pour les violences. Tous les jours, nous accueillerons un ou une nouvelle experte, le temps d'1 heure, le temps d'aborder un thème en lien avec la période de confinement. Je suis Georgina Lepoul, je serai l'animatrice aujourd'hui. Vous pourrez me poser toutes les questions durant ce webinaire en adressant un petit message à animatrice dans le chat Zoom ou alors en commentant sur le Facebook Live. Toutes vos questions sont anonymes, donc n'hésitez pas à participer. L'égalité des sexes, en plus d'être un droit humain fondamental, est essentielle à la mise en place de sociétés pacifiques. Mais cette égalité de sexe, pas encore tout à fait acquise, nous en discuterons aujourd'hui, peut-elle être remise en question par le confinement et la crise que nous sommes en train de vivre? Et ce, même après des décennies de combats pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ou alors peut-être qu'au contraire, peut-être que la crise générée par l'épidémie de coronavirus, qui a créé une situation exceptionnelle où l'organisation de la vie de couple est changée, peut être une bonne occasion pour endiguer une bonne fois pour toutes l'égalité des répartitions des tâches au sein des foyers. En effet, hommes ou femmes, nous sommes tous confinés de la même manière. Nous sommes tous potentiellement disponibles pour aller faire des courses, aider aux devoirs ou passer l'aspirateur. Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas? Pour faire le tour de toutes ces questions, nous accueillons aujourd'hui Claude Giordanella, infirmière et sexologue. Bonjour Claude. Bonjour Georgina, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Pouvons-nous commencer tout simplement par définir ce qu'est l'égalité? Alors l'égalité, définir l'égalité, ça paraît très très compliqué. Comme vous l'avez dit, on lutte depuis très très longtemps pour qu'il y ait une égalité, plutôt dans le cadre des genres, parce que l'égalité de sexe, de fait, on a un sexe féminin et il y a un sexe masculin. Ça, c'est de l'ordre de l'inné, donc on peut éventuellement le modifier maintenant, le changer, mais ça, c'est de l'ordre de l'inné. La notion d'égalité se base plutôt sur ce qui est du genre et des tâches, des définitions et de ce qui est proposé aux femmes et aux hommes, de tout ce qui est de l'ordre de la féminité, de la masculinité, voire de la virilité, et qui crée des distensions et qui crée des inégalités. Et aujourd'hui, c'est plutôt de ces inégalités-là qu'on va parler, parce qu'on les voit pointer à travers cette difficulté qui est le confinement dû à cette pandémie. Et elles se renforcent, ces inégalités. Autant l'égalité à l'extérieur, dans le monde social, dans le monde du travail, on tend vers cette égalité au mieux. C'est vrai que les femmes ont accès à un maximum de métiers. Aujourd'hui, on en parle en France, hein, c'est pas pareil partout dans le monde entier. Mais si on reste un petit peu dans la sphère française, européenne, on tend vers tous les métiers. Toutes les femmes peuvent avoir accès à tous les métiers, à tous les sports. Voilà. Maintenant, comment on peut réinscrire l'égalité dans la sphère plus privée, dans la sphère intime? Parce que peut-être que ce n'est pas encore gagné à ce niveau-là. Et là, c'est plutôt caché. La notion de privé fait qu'on cache, ou tout du moins on ne voit pas. Et peut-être que la notion du confinement, l'obligation du confinement aujourd'hui pointe un petit peu ces inégalités qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant ou qu'on avait tendance à cacher ou à oublier ou à accepter d'une certaine manière. À tolérer, on va dire, plus qu'à accepter, à tolérer. Voilà. Donc, c'est vraiment ces notions d'égalité plutôt autour du genre qu'on peut essayer d'interroger dans l'appartement, dans la maison. Oui, parce que vous le disiez, dans le monde du travail, l'inégalité qu'on pourrait mesurer, par exemple, dans une différence de salaire, se réduit de plus en plus et les salaires se rapprochent et on peut penser tendre vers une égalité, au moins sur le monde du travail. Mais est-ce qu'il y a vraiment des secteurs où il y a une égalité qui est mesurable et palpable encore, une inégalité encore palpable entre les hommes et les femmes? C'est vrai qu'on tend vers une inégalité, mais on se rend compte aussi aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de cette crise et de cette
pandémie, que les métiers autour du social, les métiers autour du médical, autour du paramédical, les métiers autour de l'aide à domicile, de l'accompagnement à la personne, et les métiers, par exemple, qui sont dans la grande distribution, qui accompagnent aussi l'alimentation de tout un chacun, ces métiers sont plus féminins aujourd'hui, et on voit bien que c'est ces métiers qui sont aussi mis en danger aujourd'hui, qui prennent des risques. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, les aides-soignantes, qui ont longtemps été peu protégées, sont contaminées avec beaucoup d'importance. On voit bien que les aides à domicile ou les aides-soignantes dans les EHPAD sont quand même très touchées. Et on voit bien que là, il y a une inégalité parce que finalement, c'est des femmes qui sont sur le terrain et c'est ces femmes-là qui sont en difficulté, qui ont pris des risques de fait. Hein. On n'aura pas laissé le choix. Donc, on est bien, même si l'égalité au niveau du travail ou au niveau de la politique, puisqu'on tend à faire des parités un peu partout, dans les conseils d'administration, dans les partis politiques, c'est pas toujours vrai, hein, mais bon, on fait une illusion d'égalité, mais on tend vers. On voit bien que dans d'autres secteurs, c'est pas possible encore. Hein. Et puis, il reste encore une marge pour les salaires, c'est clair qu'on n'a pas encore atteint tout à fait l'égalité des salaires. Mais bon, on lutte, on combat, on tend vers, et je pense que c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Après, là où on s'interroge et où peut-être ce contexte de confinement va nous apporter d'autres réflexions qui vont nous permettre aussi de continuer à progresser, parce qu'on a une grande marge de progression, c'est cette égalité dans la sphère privée et dans la sphère intime. Est-ce qu'elle est si évidente que ça? Est-ce qu'on tend vers l'égalité dans cette sphère privée ou intime? Je ne suis pas sûre. Hein. Celui qui reste au bureau parce qu'il a une réunion importante, c'est souvent l'homme hein, dans un couple. Madame est souvent sollicitée la première par l'école, par la crèche, pour venir chercher les enfants parce qu'ils sont malades ou parce qu'il y a un problème. Et on voit bien encore que... voilà. Alors, dans la sphère privée, est-ce que ça marche bien? Eh bien, c'est l'occasion de le mesurer aujourd'hui dans un cadre où, comme on l'a dit au départ, les hommes et les femmes sont dans le même lieu, confinés, et pour se rendre compte qu'il y a des tâches à partager, des accompagnements d'enfants ou d'adolescents, ce qui n'est pas gagné, en confinement, à partager. Et finalement, c'est peut-être pas si simple que ça. L'équilibre des tâches n'est peut-être pas si simple que ça. Mais justement, donc pour revenir au cœur du sujet d'aujourd'hui, pourquoi finalement est-ce que les rôles ménagers ont été affectés au genre féminin plutôt qu'au genre masculin? Alors, c'est vraiment, on a souvent dit, et depuis des décennies quand même, que le sexe féminin était un sexe faible, que la femme était destinée déjà au confinement à la base finalement. Elle était déjà confinée à l'intérieur de la maison, avec les enfants, à s'occuper des enfants, parce qu'elle les faisait. La grossesse est de fait hein, l'apanage de la femme. Donc, elle avait on lui a donné ce rôle qu'elle a pris, on va dire, c'est un petit peu dommage qu'elle l'ait pris parce que du coup, la domination masculine est restée, s'est maintenue par rapport à ça. Et l'homme est allé dehors, l'homme était aussi formaté un peu pour aller au combat, et la femme à la maison. Et du coup, ça a perduré un petit peu. Alors, bien sûr que ça tend à changer, on n'en est plus là, mais c'est aussi pour ça que la femme est longtemps restée soumise, entre guillemets, de la domination des hommes. C'est vrai que Françoise Héritier, on a un peu de temps là dans le confinement, on peut aussi relire Françoise Héritier qui explique tout ça, ou Olivia Gazalet qui explique aussi toute cette notion de domination et comment on s'est laissé dominer et comment, on s'est laissé, c'est fini, hein, on réagit et on rectifie. Mais il faut rectifier, voilà. Vous avez fait allusion au genre et au sexe. Quelle différence y a-t-il entre l'inégalité de genre et l'inégalité de sexe, si différence il y a? Alors, le sexe, c'est quelque chose d'inné, hein, c'est quelque chose qu'on nous donne à la naissance, qu'on ne modifie pas, ou un peu. On peut le modifier au cours des temps maintenant, mais
si on pense qu'il y a eu une erreur, mais globalement, c'est quelque chose qui nous est assigné à la naissance. Le genre, c'est quelque chose qui nous est donné dans le cadre du rôle social, donc c'est quelque chose qu'on peut complètement modifier. Donc cette inégalité dans le cadre du genre, elle est complètement modifiable. Et c'est pour ça que c'est là où est la marge de progression. Ces inégalités de genre, parce que c'est là que c'est modifiable. Comme c'est quelque chose qui est donné, comme c'est un rôle social qui est donné, alors on peut se lever contre cette pression sociale, contre cette assignation de l'acquis, et puis on peut essayer de renverser un petit peu la table et de changer et de prendre le rôle qui nous convient. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas... alors, on a toujours tendance d'un côté du curseur à aller carrément de l'autre côté pour pouvoir essayer à un moment donné de revenir à un équilibre, à une équité. Voilà, l'idée, c'est sans doute d'être équitable, de ne pas forcément systématiquement faire un livre comptable de moi je fais ça, toi tu fais ça, moi je fais ça, moi tu fais ça. L'idée, c'est pas forcément ça, d'être dans la comptabilité des activités. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans un projet commun quand on est ensemble, quand on est dans un couple, quand on est une femme, quand on est un homme. Et ce n'est pas forcément que dans les couples hétéros en plus. Oui, j'allais vous poser la question. Dans les couples de même sexe, homme-homme, femme-femme, est-ce qu'on peut aussi voir des inégalités apparaître? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que pour sortir un peu de notre discours hétérosexuel, est-ce qu'on voit aussi des inégalités dans les couples de même sexe? Ah bah complètement. Hein. Comme c'est une histoire de une personne qui est soumise et l'autre qui domine, ça se passe dans tous les couples, qu'ils soient hétéros ou qu'ils soient de même sexe. On voit exactement de la même façon dans les couples. C'est une question d'organisation du couple et cette inégalité. Alors, effectivement, les couples hétérosexuels étant en grand nombre, c'est aussi ce qu'on voit le plus. Et c'est ce qu'on travaille aussi depuis bien plus longtemps, sans doute. Vivez du coup ensemble en étant homosexuel ou lesbienne, on vivait moins souvent ensemble que maintenant. Donc ça, c'était peut-être moins lisible avant. Mais aujourd'hui, on le trouve dans d'autres couples aussi. Et dans des couples plus informels aussi. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut mettre en avant une inégalité au sein d'un couple? Comment on peut faire prendre conscience à son partenaire qu'on ressent une inégalité dans la répartition des tâches au sein du foyer? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on tolérait jusqu'à maintenant, par exemple, dans un couple où il y avait des inégalités, où les tâches domestiques étaient destinées toujours à madame et monsieur n'avait jamais le temps, ne savait pas faire, ou avait très très peur du fer à repasser au cas où, c'est vrai que ce qui était tolérable, parce qu'à un moment donné, quand on est dans une vie classique avec une possibilité d'aller à l'extérieur, on a des zones, des soupapes, on va dire. On a des zones tampons. On a des possibilités de discuter, on a des possibilités de voir d'autres gens, on a des possibilités de prendre un peu de temps pour soi. Donc, on tolère des choses, du coup, et on laisse passer, on laisse filer des inégalités qui peuvent paraître, bon, pas... Oui, bon, je vais le faire, voilà, ce sera fait, et puis basta. Et puis là, on peut se rendre compte qu'en fait, on ne va pas laisser passer les choses parce qu'on est dans un endroit confiné et que c'est trop criant, c'est trop lisible, c'est trop visible. Et on a lu dernièrement dans les jours derniers que beaucoup de femmes, en fait, étaient encore destinées à s'occuper des enfants, de l'école. Alors là, en région parisienne, aujourd'hui, on est en vacances, mais il y a des vacances scolaires, mais il y avait les devoirs des enfants, il y avait les devoirs l'accompagnement des ados, surtout quand il y a des examens, c'est le stress. Il y avait l'activité aussi de loisirs des enfants à gérer, les tâches ménagères, les courses, les repas. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y a des femmes qui faisaient leur télétravail beaucoup plus tard dans la soirée, dans la nuit, parce qu'elles n'avaient pas le temps en journée. Alors que monsieur était carrément sur son télétravail.
Mais le télétravail de monsieur est tout aussi important que le télétravail de madame. Et je vais le dire à l'envers, le télétravail de madame est tout aussi important que le télétravail de monsieur. Donc, à un moment donné, on peut tenir sur un court terme. On se dit 15 jours de confinement, on va tenir. Mais quand c'est plus, on ne tient plus. Et du coup, les inégalités, là, elles sont très criantes et on ne peut plus les supporter. Et ce qui, d'autant plus que quand on s'est occupé de tout, qu'est-ce qu'il reste comme temps pour pouvoir un peu ambiancer la chambre à coucher et envisager les prouesses érotiques, envisager les jeux sexuels. Voilà, quand toute la journée a été lourde, le télétravail le soir, mais il reste assez peu de temps en fait, finalement. Et du coup, ça renforce cette visibilité des inégalités. Et c'est là où ça ne tient plus. Voilà. Parce qu'au-delà de ça, donc tout le monde est confiné de la même manière, hommes, femmes, tout le monde est plus ou moins assigné à résidence. Donc le confinement peut mettre en valeur les inégalités, les montrer, mais est-ce qu'au-delà de ça, est-ce qu'elle peut même les renforcer? Ah bah, oui, bien sûr. Il y a des féminicides aujourd'hui qui nous sont expliqués parce que le confinement a renforcé ces inégalités et du coup, la violence s'est exacerbée et on en est venu à des attitudes inadmissibles, des attitudes criminelles intolérables. Ça, c'est clair. Et puis, il y a un moment donné où c'est vrai que le fait aussi, au début, il y avait un peu de travail pour chacun, et puis au fur et à mesure, le chômage partiel a fait qu'à un moment donné, les gens se sont un peu effondrés aussi, hein, après un peu de confinement. On tient, et puis à un moment donné, on tient moins, et on s'effondre un peu plus. Et c'est là où les inégalités ressortent encore plus. Parce que finalement, voir, alors je vais prendre le cliché classique, hein, voir monsieur affalé dans le canapé en train de discuter avec ses potes au téléphone ou sur ses réseaux en train de faire passer en plus des choses très sexistes, des blagues un peu humiliantes sur les femmes, et puis de se rendre compte que tout le reste à faire pour la même personne, on crée quand même des conflits qui peuvent en venir à la violence, même si elle n'était pas forcément là avant, ou qui peuvent venir à des dysfonctionnements, même s'ils n'étaient pas forcément là avant. Ça, c'est dans un cadre où on peut encore éventuellement communiquer et discuter. Et puis, il y a des moments où ces inégalités qui étaient un tout petit peu supportables parce qu'il y avait un peu d'extérieur et où on allait un peu se plaindre à l'extérieur, enfin, poser des plaintes à l'extérieur, quand on ne peut plus le faire aujourd'hui, la violence, elle est toujours là, elle est toujours exacerbée. Et ça, c'est dramatique. Aujourd'hui, on se rappelle quand même qu'il y a 30% des violences qui ont augmenté dans les couples, des violences conjugales. C'est quand même dramatique. Oui. Les femmes qui sont les plus à même d'être victimes de ces violences-là aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire quand on a un ou une partenaire qui va être résistant à notre discours, quand on va dire, tu vois, il y a clairement des inégalités entre toi et moi. Moi, je fais le ménage, la vaisselle, je m'occupe des enfants, et qu'on a quelqu'un face à soi, quelqu'un qui ne veut pas entendre ou ne veut pas comprendre notre demande. Alors c'est vrai que dans les duos mal assortis, on va dire, c'est le plus compliqué. Quand l'autre ne veut pas entendre, c'est vrai que c'est le plus compliqué parce que qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'échanger et de tendre vers un rééquilibrage? C'est bien la discussion, c'est bien la communication. Sauf que quand cette discussion, cette communication n'existe pas dans le couple au préalable, alors on peut tenter de la mettre en place parce qu'on a un espace pour le faire, c'est-à-dire qu'on a un peu de temps, puis on est dans la même sphère. Donc finalement, pourquoi le ferait-on pas? On peut peut-être prendre ce temps, mais ça veut dire qu'il faut que chacun ait les outils pour réfléchir et les moyens de réfléchir. Alors, dans le meilleur des cas, tant mieux si on communique et si on peut essayer de tendre à rééquilibrer les choses. Même si monsieur ne prendra pas forcément les tâches ménagères à 50-50, mais quelle est la marge de progression qui peut être faite pour que le couple retrouve un meilleur équilibre et que chacun retrouve ses billes à l'intérieur. Donc ça, c'est possible. Ce qui est difficile, c'est quand la communication n'est pas possible, c'est quand les mots
sont pas possibles, ou quand vraiment l'image de la femme est très très rabaissée à quelqu'un qui est vraiment au service de l'autre, qui doit rester au service de l'autre, y compris dans la sphère sexuelle, parce que c'est aussi là que ça renforce les difficultés, bien évidemment. Quand la femme n'est qu'un objet à s'occuper des enfants, à faire le ménage, à faire les repas, et est un objet sexuel qu'on utilise au moment où on en a envie, c'est quand même le plus difficile. Alors, bien évidemment qu'on encourage les femmes qui sont en très très grande difficulté à appeler, si elles le peuvent, le 3919, ou à aller dans les magasins ou dans les pharmacies demander de l'aide, comme il est possible aujourd'hui, parce que ce n'est pas toujours possible d'avoir le téléphone, surtout quand on est dans un même lieu et quand le lieu est extrêmement exigu. Mais ce n'est pas très simple. Et quand la personne domine sur le téléphone ou sur les outils de communication, ce n'est pas simple. Donc on peut aller un peu à l'extérieur, on peut tenter de fuir un peu à l'extérieur. C'est vrai que ce serait ce qui est le plus possible pour ces femmes. Mais ce n'est pas gagné quand même. Et ces 30% de violences supplémentaires, il va bien falloir à un moment donné qu'on y réfléchisse clairement et qu'on y travaille et qu'on les accompagne, bien évidemment. Parce que est-ce qu'en effet, est-ce que ce déséquilibre, ce non-partage dans les tâches quotidiennes peut finir par entacher d'autres dimensions de la relation, comme vous le disiez, dans la sexualité par exemple? Ah ben complètement. Quand vous êtes épuisé parce que toutes les tâches sont là, toutes les tâches sont à faire, c'est pas gagné que quand arrive la fin de journée, si vous pouvez avoir un endroit intime, si la chambre, par exemple, est le lieu d'intimité, que vous soyez au taquet pour courir en bordel autour du lit. Il faut être clair que, du coup, ça peut, les conditions, la fatigue, peuvent être vraiment un critère qui empêche d'avoir des échanges érotiques, de participer à des jeux sexuels, voire de découvrir des jeux sexuels. Parce que finalement, on se dit que le confinement, ça pourrait être aussi un temps où on rééquilibre un peu les choses et où on cherche un peu des nouveaux jeux sexuels, où on cherche un peu à se faire plaisir, encore plus, parce que finalement, on a encore un peu plus de temps. Mais ce n'est pas si simple que ça. Quand toute la journée a été épuisante, la notion de fatigue est extrêmement compliquée. Et donc, c'est pas gagné, quoi. Une question peut-être naïve, mais est-ce qu'il faut vraiment un équilibre dans les tâches ménagères pour pouvoir être un couple heureux? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que l'idée, c'est vraiment pas de tenir le livre comptable de t'as fait ci, donc je fais ça, t'as fait ci, donc je fais ça. Voilà. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui est possible, voilà, qu'est-ce qui me va finalement, qu'est-ce que l'autre a fait. D'abord, il faut le reconnaître parce que au niveau de l'équilibre, au niveau de l'égalité, on est aussi des fois dans une non-reconnaissance des femmes parce que c'est aussi un rôle qu'on a donné aux femmes de se plaindre aussi tout le temps et de se dire bah non, je ne reconnais pas du tout quand monsieur fait un effort ou quand monsieur tente un truc. Alors effectivement, tenter de faire, je ne sais pas, moi, un ménage quand on ne l'a jamais fait, c'est vrai que du coup, on n'y arrive peut-être pas du premier coup. C'est peut-être pas exactement ce que l'autre aurait apprécié du premier coup. Mais est-ce que c'est si important que ça? Est-ce qu'il ne faut pas aussi reconnaître ce qui est fait, qu'on a, ce qui nous est donné, et pas forcément toujours être dans ce qui manque? Enfin, je pense il faut être juste aussi sur les deux versants. Voilà. Est-ce que c'est dramatique si, je ne sais pas moi, la cuisinière ou le frigo ne brille pas absolument comme on a décidé qu'il brillerait? Est-ce que c'est essentiel? Donc l'idée, c'est pas de tenir ce livre comptable-là, parce que c'est aussi ce qui peut empêcher de passer au-delà et de se dire que c'est pas que ça le couple. Le couple, c'est un projet commun, c'est quelque chose de beaucoup plus harmonieux et c'est quelque chose qui...
les tâches qu'il faut partager pour vivre ensemble, ça fait partie du couple. Mais l'idée, c'est pas non plus de se dire on va tout partager à 50-50. C'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui est possible, et voilà, pour que ça aille le mieux possible et qu'on évacue. Parce que en fait, c'est drôle pour personne, ces trucs, quoi. Les tâches ménagères, c'est drôle pour personne. Hein. Donc voilà, comment on évacue ça le plus rapidement possible. Comment éventuellement on le fait à deux aussi. Comment aussi on joue de ces tâches pour que, pourquoi pas, pour en faire des choses, voilà, des jeux érotiques drôles, pour en rire aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, moi je pense que c'est peut-être l'occasion de tenter des choses et d'oser des choses. Peut-être qu'on n'ose pas assez. Voilà. Oui, parce que j'ai un témoignage. Chez moi, je m'occupe, entre parenthèses, d'une femme. Je m'occupe de la cuisine. À vrai dire, j'adore ça. Et je m'occupe aussi de faire le ménage parce que j'ai l'impression de prendre soin de mon foyer de cette manière. De son côté, mon mari s'occupe du bricolage et des enfants. Et ça me convient très bien. Donc finalement, c'est pas tenir, comme vous disiez, un cahier. C'est de voir est-ce que tout le monde est satisfait de la situation. C'est ça, c'est se dire que moi, c'est plutôt mon truc. Donc, je fais ça, je fais la cuisine, je fais le repassage ou je ne sais quoi. Et monsieur fait autre chose. Et puis, finalement, ça nous convient bien parce que ça nous paraît très équitable. Et d'être dans cette équité, c'est pas d'être dans une égalité comptable. Encore une fois, moi, je trouve que c'est ça qui est hyper important. C'est d'être dans une équité. C'est-à-dire que je suis bien dans ce que je fais. Je le fais parce que j'ai envie de le faire et que j'ai l'impression que c'est un plus pour le couple, dans le projet du couple. Et puis voilà, et du coup, ça ne me pose pas de problème de le faire. Donc, si ça ne pose pas de problème, voilà. On peut juste s'interroger, de savoir pourquoi ça ne me pose pas de problème. Peut-être que ça peut être intéressant de s'interroger. Pourquoi ça ne me pose pas de problème de prendre soin de cette façon-là de ma famille, de ma maison. Et voilà, est-ce que je ne peux pas en prendre soin non plus en faisant moi aussi le bricolage, en faisant moi aussi en m'occupant de la voiture, en m'occupant de je ne sais pas quoi. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être le moment d'apprendre, d'ailleurs, d'échanger nos savoir-faire les uns avec les autres. Complètement. Apprendre à notre compagne ou notre compagnon à cuisiner et apprendre de notre côté à bricoler, par exemple. À faire ensemble, en fait. À Pas faire ensemble. forcément à apprendre, mais à faire ensemble et apporter chacun en fonction de ses compétences. On a des compétences très, très différentes les uns des autres. On a appris des choses différentes, on a des envies différentes, on a des savoir-faire différents, des savoir-être différents. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les partager, quoi. C'est pas, et peut-être qu'apprendre, c'est intéressant aussi d'échanger ces compétences-là dans le couple. Hein. C'est aussi un plus. Hein. Alors là, j'ai plusieurs questions qui utilisent le même mot. En gros, comment faire pour équilibrer les tâches ménagères? Est-ce que la grève du ménage, par exemple, serait une solution? Le mot grève revient plusieurs fois dans les questions. Oui, la grève du ménage, la grève du sexe, la grève pour se faire entendre. C'est peut-être des fois un outil qui est nécessaire pour se faire entendre. Peut-être que du coup, en ne faisant plus une certaine tâche ou certaines choses, l'autre va comprendre qu'on est arrivé à un point de non-retour et que c'est trop. Voilà, il y a un trop plein et que ce n'est pas possible et qu'on n'arrive pas à le dire autrement et qu'on n'arrive pas à le communiquer d'une autre façon qu'en faisant cette grève, cet arrêt de tout ça. Et pour se dire, voilà, je fais la grève et j'attends qu'on vienne négocier. Parce que finalement, quand on fait une grève, c'est pour que derrière, il y ait une négociation. Et il y ait quelque chose du donnant-donnant après. Donc, à un moment donné, c'est de se dire, si je n'ai pas d'autre moyen de faire comprendre à l'autre, bah, peut-être que la grève, ça peut être intéressant. Alors, il faut aussi se dire que quand on fait la grève, on peut partir pour longtemps, avant que l'autre se rende compte que ça le dérange. C'est juste la difficulté. Voilà, il faut avoir une certaine persévérance. Parce que faire la grève une fois, une journée, c'est pas, voilà, on va pas se rendre compte, quoi. Il faut attendre que monsieur n'ait plus d'habits propres, n'ait plus rien à se mettre pour se rendre compte que peut-être c'était quelque chose, un levier qui permet de discuter et de négocier. Parce que l'idée, c'est ça, c'est pas d'en rester chacun sur son piquet de grève, mais c'est plutôt d'aller négocier. Voilà. Moi, je pense que ce serait plutôt ça.
la même façon dans le sexe, hein, on a vu des greffes du sexe se proposer à un moment donné pour se dire ça suffit, je ne suis pas un objet sexuel qu'on utilise, je ne suis pas, c'est pas quand on a envie parce que là c'est l'heure, c'est pas voilà, c'est pas parce que c'est le jour, on revoit ça, on peut aussi faire la greffe du sexe, hein, ça c'est aussi tout à fait possible pour se dire que voilà, à un moment donné, stop, je ne peux pas le discuter autrement. Et ben, je fais la grève, ça me permettra de négocier dans mon couple quelque chose de mieux. De mieux pour moi, mais de mieux pour l'autre aussi. Hein. C'est toujours valorisant. Moi, je trouve que c'est toujours valorisant d'être dans un couple où l'équité est possible. Parce que c'est vrai qu'un couple avec dominant-dominé, ça n'a rien de très valorisant. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Je pense que ce n'est pas hyper valorisant d'être un dominant et voilà, de ressembler à un monstre. C'est absolument pas très, très valorisant. Et c'est pas plus valorisant, bien sûr, d'être quelqu'un de soumis, bien évidemment. Oui, parce qu'on disait aussi que l'association des tâches ménagères au genre féminin est intégrée sans doute quelque part par éducation, par les processus sociaux. Mais comment faire? Est-ce que c'est possible de les déconstruire? Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que peut-être c'est trop tard pour certains et certaines d'entre nous? Ce serait une notion beaucoup trop intégrée pour être remise en question chez certains? Alors, moi, je pense que c'est jamais trop tard. Après, ça peut faire peur. Bonne nouvelle. Non, c'est jamais trop tard. Jusqu'au bout, on peut réinterroger nos façons de faire, nos façons d'être. Par contre, ça peut faire très, très peur aussi. Parce que finalement, si j'existe que à travers ces tâches-là, et si c'est quelque chose qui me permet de me valoriser, si je les remets en cause, voilà. Ça voudrait dire aussi, je remets en cause les valeurs que j'ai reçues, je remets en cause toute mon éducation, je remets en cause le monde dans lequel je vis. Ça peut faire très, très peur, en fait. Alors, moi, je trouve que dans le cadre du confinement, il y a peut-être quelque chose qui nous permet de le remettre en cause doucement, sans forcément se poser des questions qui font peur, mais c'est en regardant les enfants ou les adolescents fonctionner. Parce que ce soit les enfants ou les adolescents, ils fonctionnent beaucoup par mimétisme. Bien évidemment, on leur passe des valeurs, on leur passe des savoir-faire. Et du coup, c'est l'occasion, comme on les a sous la main, là, au quotidien, même si on respecte un peu, mais on les a sous la main, c'est aussi l'occasion avec eux de voir ce qu'on leur transmet, de voir ce qu'on leur a transmis, et du coup, de réinterroger nos valeurs. Parce que finalement, si on demande à un garçon à la maison de faire, je sais pas, sa chambre, de ranger ou de faire la vaisselle, et qui répond, mais c'est pas à moi de le faire, c'est pas mon rôle, je suis pas une fille, je fais pas la vaisselle, c'est aussi, plutôt que de se mettre dans des états pas possibles, c'est aussi de se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire passer? Quelles valeurs je suis en train de faire passer? Et finalement, ces valeurs-là, si c'est moi qui les fais passer, c'est que je les ai apprivoisées, c'est que je les ai complètement intégrées. Il faut peut-être que je les réinterroge. Et les réinterroger, je pense que les enfants ou les adolescents peuvent être tout à fait nos interlocuteurs pour réinterroger les choses. Après, c'est pas simple. On est dans des périodes complexes où l'intimité est difficile. Hein, donc, voilà. Mais je pense qu'à travers ces valeurs qu'on fait passer, on peut interroger doucement les choses. Et peut-être les remettre en question et changer un peu, tenter de changer. Oui, on a un témoignage qui va complètement dans ce sens, qui dit je vois mon ado garçon avoir des comportements qui ne me plaisent pas du tout avec sa sœur. Il rechigne pour toutes les tâches ménagères qu'on lui assigne et les relègue ensuite à sa petite sœur. Donc, c'est ce que vous étiez en train de dire. Mais finalement, est-ce que pour que cette inégalité de genre associée aux tâches ménagères ne soit jamais intégrée, est-ce que la solution, ce serait l'éducation, du coup? Mais du coup, est-ce que c'est une éducation des garçons pour rebalancer un peu le déséquilibre social, ou est-ce que c'est une éducation de toutes et tous? Alors, c'est une éducation évidemment de toutes et tous, mais c'est peut-être aussi des messages un peu spécifiques qu'il faut repenser pour les garçons, pour se dire que les filles, les femmes, ne sont pas des objets qu'on utilise, ne sont pas soumises à la domination et au pouvoir masculin, ne sont pas des personnes à qui on fait faire ce qu'on n'a pas envie de faire.
qu'on a une égalité entre êtres humains, parce que finalement, on ne parle que d'êtres humains, là. On est entre êtres humains, et quand on met le mot, quand on enlève le mot femme et homme et qu'on met le mot être humain, et bien finalement, il n'y a pas de différence. On est des personnes qui pensent, on est des personnes qui aiment, on est des personnes qui font avec des compétences, avec des savoir-faire. Donc, du coup, on est les mêmes quelque part. Et que les mêmes, pour s'émanciper, pour être autonome, eh ben, ont intérêt à apprendre les mêmes choses. Les mêmes choses dans le quotidien, les mêmes choses dans la rencontre avec l'autre. Voilà. Et le maître mot là-dedans, bien évidemment, c'est le respect de chacun, le respect de moi-même, du coup prendre soin de moi, et le respect de l'autre, donc prendre soin de l'autre. Donc du coup, je pense que si on réinterroge, si on remet le message dans ce sens-là, il n'y a pas les mauvais garçons et les gentilles filles, les gentils avec le côté péjoratif, hein, un peu niaise, un peu bête, hein, voilà, qui se laissent faire. Il y a des filles et des garçons qui apprennent à vivre ensemble dans le monde, qui apprennent à faire ensemble, qui apprennent à aimer ensemble et à être ensemble. Voilà. Donc ça peut être intéressant de repenser ces messages-là. On commence à le faire, hein. Bien sûr que voilà, mais on a une petite marge de progression là aussi pour repenser le message du garçon. Mais c'est peut-être intéressant de le faire maintenant, voilà, de se poser les questions maintenant, à l'intérieur de son couple, à l'intérieur de sa famille, puisqu'on l'a sous les yeux. L'information, elle nous est donnée. En direct. Alors, j'ai quelqu'un qui revient sur le mot grève et qui dit que le mot grève implique déjà un rapport de force. Et justement, est-ce que le déséquilibre dans les répartitions des tâches n'est pas la question même du pouvoir, du jeu de pouvoir de l'un sur l'autre? Et une question qu'on peut lier à ça, pour les couples et les relations qui débutent, comment faire pour ne pas instaurer un déséquilibre ou pour faire que le déséquilibre ne s'installe pas? Alors, bien évidemment que le mot grève engendre la notion de pouvoir. On est d'accord que la grève, c'est prendre le pouvoir sur celui ou celle qu'il a initialement. Donc, quand on fait la grève de quelque chose, c'est parce qu'on veut renverser le pouvoir, on va dire. Parce qu'on a l'impression d'être dominé et on a l'impression, c'est juste, hein, je ne remets pas en cause le fait d'être dominé, hein, bien évidemment. Mais du coup, on veut renverser le pouvoir et on veut prendre un peu de pouvoir. Moi, je trouve que c'est une émancipation intéressante, hein. La notion de grève, c'est vraiment envisager son émancipation, c'est-à-dire se dire le pouvoir existe, mais je n'en ai pas assez. Et on va renverser les choses. Donc ça, c'est intéressant. Et peut-être que dans les couples nouveaux, enfin dans les couples qui se forment, qui sont récents, ce qui est intéressant, c'est de le mettre d'entrée au pot commun. C'est-à-dire comment on va faire pour fonctionner sur des choses qui sont drôles pour personne, comment on va faire pour avancer ensemble. Alors, on a tendance à se dire, et c'est la phrase qui revient, l'amour est aveugle, donc quand on est dans la période de la passion du couple, la période, et bien finalement on ne voit pas ça parce que tout ça c'est du matériel, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt à ce moment-là, et du coup on n'en parle pas. Mais il y a des choses qui du coup s'installent sournoisement, et c'est un petit peu dommage. Donc je pense qu'il faut rester. Bien sûr, la passion, moi, je suis tout à fait pour et je trouve ça extraordinaire et c'est magique. Et tant mieux si les gens vivent des passions. Enfin, moi, j'aimerais bien que tout le monde vive des passions, c'est assez magnifique. Mais restons vigilants quand même et tentons d'avoir un tout petit peu de vigilance pour se dire attention, attention, dans ma grande passion, là, je ne vais pas commencer par tout faire parce que finalement, après, qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ne vais pas tout garder? Et puis voilà. Parce qu'au début, dans le cadre de la passion, bah, évidemment, on fait parce que ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir et ça fait plaisir à l'autre. Et ce qu'on cherche, c'est ces mélanges de plaisir, en fait. Et puis, on ne veut pas s'encombrer. On ne veut pas quand même tout gâcher, s'encombrer pour ces petites choses du quotidien qui sont très basiques. Effectivement, hein, on n'a pas... Voilà, mais peut-être qu'il faut y penser quand même.
peut-être qu'il ne faut pas l'oublier à ce moment-là. Est-ce qu'il ne faut pas quand même, à un moment donné, interroger ça? Ou alors, garder à l'esprit qu'on va l'interroger dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller ou qui va nous porter un peu. Et que finalement, même si l'amour et la passion nous envahissent, même si il y a d'autres choses bien plus importantes, on ne va pas quand même interroger ce point qui fait que, non, le linge au pied du lit quand il est sale et qu'il traîne plusieurs jours, c'est pas possible, quoi. C'est quelque chose que chacun doit s'approprier. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui me demande quelle est la fonction du reproche qui peut être si fréquent dans les couples. Est-ce que c'est pour signaler le problème, pour faire changer un comportement? Est-ce que ça fonctionne pour réduire le déséquilibre? Alors, c'est un des moyens. Le reproche, quand on ne communique pas autrement, il y a des gens qui communiquent avec le reproche parce que c'est une porte d'entrée à la discussion. Peut-être que voilà, on a eu cet outil-là. Alors, des fois, c'est le reproche, des fois, c'est l'épuisement, des fois, c'est les pleurs, des fois, c'est les cris. Voilà, on a différents outils pour signifier à l'autre que stop, c'est trop, il y a un trop plein. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on peut reprocher. Alors après, c'est le ton du reproche. Le reproche, c'est dire à l'autre, je trouve que ça ne va pas. Là, ce n'est pas équitable. Là, ce n'est pas équilibré. Mais est-ce qu'à un moment donné, le ton doit être absolument humiliant? Est-ce que le ton doit être violent? Je ne suis pas sûre. Et c'est difficile. Parce que le reproche, il arrive souvent à un moment où on a tenu, on a toléré, et puis qu'à un moment donné, on ne peut plus. Donc, c'est compliqué. Donc, si on pouvait communiquer un tout petit peu avant autrement, ce serait pas mal. Alors, et du coup, est-ce que vous pensez que le confinement est le bon moment justement pour remettre à plat les choses, pour réinstaurer un bon rythme? Et est-ce que ce rythme pourrait être périn et tenir le post-confinement? Parce qu'on espère sortir de ce confinement un jour quand même. Ah ben, j'espère quand même. tout le monde espère. Mais bien sûr que c'est... je pense que pour certains couples, ça peut être... ceux qui sont plutôt, on va dire déjà dans une harmonie, dans une certaine harmonie, où c'est pas la totale zizanie, où c'est pas la grande violence, où c'est pas le dysfonctionnement, où on n'était pas dans une discorde totale. Mais pour beaucoup de couples, bien sûr, c'est l'occasion de repenser les choses, c'est l'occasion de tenter de redire, de tenter de faire autrement. Finalement, on se dit, dans la société aujourd'hui, on se dit, on va sortir différent de ce confinement. C'est ce qu'on entend, hein. On se dit, ça va bousculer les choses, on va en sortir autrement, on va avoir une pensée écologique, on va avoir plein de choses. J'en sais rien, je ne sais absolument pas. Mais peut-être que du coup, se dire que finalement, ça nous a obligés à vivre en couple, en famille, en couple formel ou informel, différemment. Et peut-être qu'il faut, c'est l'occasion de repenser les choses très, très différentes et de tenter des expériences différentes. Alors, elles ne seront pas toutes forcément positives, on ne va pas toutes les garder après, mais au moins, on aura fait l'expérience qu'il y a des choses qui sont possibles. Parce que souvent, on ne prend pas le temps de faire des expériences pour dire c'est possible ou ça l'est pas. Mais voilà, l'idée, c'est de tenter de dire, oui, c'est possible et ça marche. Alors, ça marche. Peut-être que ça marche sur un court terme, peut-être que ça ne peut pas marcher, mais du coup, on aura cet acquis qui permettra après de renégocier, de rediscuter, de communiquer. Et dans le cadre de la communication, j'ai parlé beaucoup d'échanges verbaux, éventuellement de mots à échanger, mais on est dans la communication. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans une communication du corps et d'entendre et de comprendre la communication du corps qui fait que quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas les reproches, quand on n'a pas le verbe, on a aussi le corps qui parle. On en a parlé précédemment dans les conférences précédentes, hein, le corps était hyper important dans la communication, la voix aussi, mais le corps. Et du coup,
finalement, comme on est dans les mêmes lieux, comme on est confiné, eh ben, on a aussi l'observation de l'autre, l'observation du corps, l'observation de ses postures qui peut dire des choses de lui ou d'elle, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et peut-être que plutôt que d'attendre que ça s'envenime, on peut peut-être décoder aussi dans ces postures-là des choses qui ne vont pas, cet épuisement ou des choses qu'on n'a pas envie. Voilà. Que ce soit dans la sphère intime, sexuelle, privée ou dans la sphère du quotidien, des tâches du quotidien. Et alors, en 30 secondes, une dernière question vous parliez du corps et des charges qu'on accepte ou pas. On n'a pas pu aborder encore, on fera une prochaine fois, la charge esthétique. On voit dans des magazines des articles comme Sois belle et confine-toi. Et on ne voit pas la même chose sur Sois beau et confine-toi. Donc, c'est un réel déséquilibre là aussi. Est-ce que c'est aussi le moment, dans le confinement, de faire le point sur la charge esthétique qu'on accepte ou pas, et si on la prend pour nous-mêmes parce qu'on a réellement envie ou parce que c'est quelque chose qu'on nous demande de faire? Est-ce que c'est aussi le moment de faire ce point-là? Ou est-ce que ça fait trop de points d'un coup? Ben non, moi je pense que ça fait plusieurs points. Il faut prendre celui dont on a envie par lequel on a envie de commencer à réinterroger notre histoire, quoi. Et la charge esthétique, là, elle est lourde. Et en plus, elle s'accompagne de propos sexistes, humiliants. Enfin, voilà. Les dictats des magazines sont là, sont lourds. On peut voir le problème autour des coiffeurs, autour de l'épilation, enfin autour du poids à prendre. On trouve beaucoup moins, ou pas de la même façon, chez les hommes. C'est intéressant, justement, à partir de ça, de pouvoir échanger dans le couple, se dire, ben ouais, peut-être que l'épilation, ce sera, voilà, je ne serai pas épilée cette fois, ce mois, ou j'en sais rien, mais toi, tu ne seras pas non plus épilée, tu seras pas non plus, ta barbe ne sera pas non plus top, voilà, tes cheveux non plus, ton poids non plus, si tu restes sur le canapé, plutôt que de passer l'aspirateur. C'est quand même une activité physique. Non, mais elle est très lourde, elle est très inégale en ce moment, cette charge esthétique. Elle est plutôt en défaveur des femmes, bien évidemment. Mais Bon, excusez-moi, ça va faire plus de 45 minutes qu'on discute, c'est passé très vite. Je vous propose maintenant de nous faire un petit récap de tout ce qu'on a pu aborder avec votre présentation, si ça vous va. oui. Alors, je vais vous la partager. Hop. Il me dit voilà. Donc, l'idée, c'était de dire quand même que l'égalité, c'est un grand thème. Si la chaire de santé sexuelle la porte, c'est aussi parce que c'est un grand thème, c'est un grand défi en matière de droits fondamentaux. Alors, il est sans doute moins fort en France qu'il ne l'est dans d'autres pays, mais c'est quand même essentiel de continuer à réfléchir et à travailler et à tendre vers cette égalité, même si, donc en France, on est quand même, on a déjà beaucoup avancé, on a mis 100 ans pour avoir un droit de vote. En 70, on a eu ce mouvement de libération de la femme qui a avancé, qui nous a permis d'avoir la contraception, l'IVG, tous ces outils de la sécurité dans nos relations sexuelles. Et puis, depuis 90, on a quand même eu un vrai travail qui est fait pour dénoncer les violences, et de plus en plus, et j'espère que ce sera encore plus fort, pour combattre un peu cette illusion de l'égalité dont on a un peu parlé tout à l'heure. Et puis surtout, on a appris à parler du plaisir des femmes. Ça, c'était essentiel parce qu'on l'avait quand même beaucoup oublié. Ça a été beaucoup mis de côté. Et puis, on avait des chapes de plomb sur cette notion du plaisir. Et puis, c'est vrai que depuis les mouvements, MeToo et les autres mouvements, c'est des choses qui passent vraiment dans le vocabulaire courant. Et j'espère que les jeunes vont s'en emparer le plus possible, même. Enfin, nous, on s'en empare déjà, mais il faut que les jeunes aussi prennent ça à bras-le-corps parce que c'est toujours très instable. C'est jamais gagné. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir continuer à discuter cette égalité à la fois dans la sphère sociale, mais dans la sphère privée et dans la sphère sexuelle, parce que c'est là, sans doute, où c'est encore, enfin, en tant que sexologue, on le voit bien dans les consultations, c'est là où c'est pas gagné encore.
subir les assauts, subir les relations sexuelles, tout ça, c'est pas forcément gagné. Donc là le confinement c'est certainement un révélateur de ce qui existe en vrai, de toutes ces inégalités, ou comment on peut tendre vers de meilleures égalités, parce qu'on va être optimiste, hein, on va dire comment on tend vers une meilleure égalité. Donc, l'idée, c'était ça, hein, c'était de se dire que le partage harmonieux de la charge mentale, ce serait vraiment un des piliers du couple, parmi les autres piliers du couple, hein, les projets, le respect, qui est un terme essentiel. Et c'est vrai qu'on peut, comme on l'a dit, hein, envisager que les déséquilibres, ils sont longtemps tolérés pour différentes raisons. Parce qu'aussi, de temps en temps, les femmes ont des bénéfices secondaires, hein, tolérer ces déséquilibres, hein, ce qui permet de rester dans un milieu social, qui permet de rester hébergé, il y a plein de raisons qui sont qui sont très très justes, hein, et qui sont à discuter. Mais voilà, ça peut être longtemps toléré, et là, dans le cas du confinement, ça explose, notamment dans l'organisation de la semaine, hein, puisque c'est souvent très très compliqué de tout gérer, comme on a dit, hein, le télétravail, les devoirs, les activités, l'organisation de la maison, voilà. Et puis surtout, ce qu'on aimerait, parce qu'on s'est dit on a du temps et on est ensemble et on va pouvoir en profiter, parce qu'on aimerait, c'est oui, un petit peu ambiancer la chambre à coucher, quoi, pour que tout ça soit quand même très agréable et qu'on puisse retrouver des prouesses érotiques qui nous permettent d'aller bien, quoi. Sauf que la question, c'est qui fait quoi? Qui est-ce qui prend, quelle est l'égalité des initiatives, comment on se répartit les choses pour qu'il y ait une meilleure égalité. Et puis sachant que les zones tampons qu'on avait jusqu'à maintenant, hein, qui étaient le fait d'aller travailler à l'extérieur ou d'aller voir des amis à l'extérieur, voire juste des fois d'avoir des transports, hein, pour les femmes, des fois le fait de sortir, hein, de chez elles, c'était une zone tampon qui permettait de supporter voilà, l'intimité des fois d'une salle de bain qu'on n'a plus parce qu'il y a la famille, le logement est petit, on n'est pas tous très privilégiés pour avoir des logements très très grands et spacieux, des jardins, donc voilà. Donc quand l'intimité de la salle de bain, parce qu'on l'avait, parce que les enfants étaient à l'école, le mari était au boulot, il nous restait un petit peu de temps dans cette salle de bain tranquille, et bien finalement on l'a plus, parce qu'il y a toujours les portes qui s'ouvrent, il y a toujours les cris des uns des autres, il y a toujours les demandes, mais où tu as mis ça, ou cela. C'est vrai que c'est pas si simple, quoi. On les a plus, ces zones tampons. Donc comment on les trouve, comment on les cherche, on en a parlé dans les conférences précédentes aussi, comment on retrouve un peu ces espaces personnels, comment on s'autorise et comment on respecte son espace, hein, pour pouvoir faire à un moment donné équipe et couple et équipe, les deux sont indissociables, hein, pour que, voilà, à la fois, ce qu'on disait, hein, les petites corvées, parce que, voilà, la vaisselle, leur passage, je ne sais quoi, et puis les grandes épreuves, c'est-à-dire accompagner ses enfants, accompagner ses ados, hein, les adolescents sont dans un spleen important en ce moment, hein, c'est pas facile d'être un adolescent et d'être confiné, donc comment tout ça on fait pour l'accompagner et comment aussi, on n'oublie pas de regarder équitablement ce qu'on a déjà, ce qui est positif qu'on a déjà, qui sont des leviers pour pouvoir modifier ce qui nous manque. Voilà, et ça, c'est important. Alors, la charge esthétique, ça revient évidemment, hein, c'est essentiel, on en a parlé, parce que déjà, elle court déjà de manière assez évidente dans notre société, hein, c'est quand même, faut voir on approche de l'été, là, faut voir un peu les unes dans un cadre normal, les unes des magazines féminins, avec cette charge esthétique importante, hein, il faut tous les régimes pour être mieux sur la plage, pour être ci, pour être là, pour être performante en ci, on le reste. Donc, c'est vrai qu'elle est recentrée en plus là, dans le cadre du confinement. C'est comment, comme vous le disiez, hein, sois belle et confine-toi, c'est-à-dire que en plus, il faut rester bien coiffé, bien maquillé, pas prendre 5 kilos, pas ci, pas là, pas le reste, continuer à faire du sport, continuer à avoir des abdos, continuer à ci, continuer à là.
en fait, continuer, est-ce que c'est pas s'essouffler? Est-ce qu'on en a vraiment envie? C'est toute la question qu'il faut se poser, quoi. Soit, est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce que c'est important pour soi? Si c'est important pour soi, ok, pas de problème. Mais est-ce que c'est important pour soi ou est-ce que c'est important que pour l'autre? Voilà, la question à se poser, elle est là-dessus. Et du coup, les dissensions, pardon, elles peuvent aussi se rajouter au-delà de ces charges mentales, esthétiques et tout. Moi, je trouve que ce qui est plus important, ce qui est plus difficile aujourd'hui à entendre, ce sont toutes ces violences qui sont faites aux femmes. Donc, c'est 30%, voire plus, hein, parce que dans certains endroits, on parle de 36% supplémentaires, qui sont extrêmement gravissimes, qu'on ne voyait pas tout le temps, qu'on ne voulait pas voir. Voilà. Et on en est encore aujourd'hui à pas forcément toujours entendre ces violences-là. Hein. Moi, à entendre les cris d'à côté, à entendre vraiment toutes ces femmes qui appellent au secours et qui n'ont pas de réponse. Et chez les femmes, mais aussi chez les plus jeunes, hein, parce que aujourd'hui, on voit aussi que chez les ados, et notamment chez les jeunes filles qui sont majoritairement victimes dans ce cadre-là, on retrouve sur les réseaux sociaux, parce qu'ils utilisent énormément les réseaux sociaux, et ils ont beaucoup de temps en ce moment, des hausses de nouveau les sextapes, les sextorsions, c'est-à-dire les images sexuelles qui sont prises, qui sont diffusées sans consentement, dans un manque de respect total, avec un chantage aux images intimes, tout ça dans l'espérance d'une rencontre amoureuse et qui en fait devient un harcèlement sexuel. Et vraiment là, on voit encore que ce sont les filles qui sont majoritairement victimes. Et on voit bien que l'inégalité elle est encore flagrante à ce moment-là. Il va falloir encore repenser les choses. Voilà. Mais bon, on peut se dire que malgré tout, même si c'est un peu le bazar de temps en temps, on va dire la zizanie, hein, dans certains couples mal assortis, mais on va se dire qu'il y a quand même une harmonie chez beaucoup de gens et beaucoup de personnes. Et c'est peut-être répondre à cette promiscuité, hein, c'est peut-être retrouver ensemble ce qu'on disait tout à l'heure, accepter cette absence de liberté et du coup repenser les choses, réinterroger, repartir ou continuer sur des choses très acceptables, sur des choses très érotiques, très ludiques, voilà, et prendre ça comme un levier qui va permettre de renforcer les couples aussi, hein, voilà, tout en identifiant, bien évidemment, toutes les routines, bien sûr, néfastes, hein, dont on a parlé, à travers, comme on a dit déjà, hein, la communication, à la fois avec la communication du corps et la communication de la voix, c'est hyper important, mais s'appuyer aussi beaucoup sur les habitudes et les repères qui procurent vraiment du plaisir. Donc là, j'ai mis habillez-vous et décorez-vous, parce que c'est aussi important pour soi avant tout. Se retrouver, se valoriser, c'est quand même quelque chose d'important. Se regarder et se faire du bien et s'accepter, avoir du plaisir à se voir, à se toucher. Et ça, c'est important dans le couple. Et ça, c'est une notion d'égalité, c'est-à-dire que c'est chacun doit faire ça pour lui. Et ça résonnera après dans le cadre du couple. Donc, c'est vraiment une notion là-dessus égalitaire. Hein. Et puis, comme on l'a dit, réinterroger ces valeurs d'éducation, aborder l'égalité. Alors, ce n'est pas toujours facile de le faire. Alors, il y a plein d'outils. Hein. On peut regarder beaucoup les séries que regardent les ados. Hein. Sex Education, par exemple, hein, sur Netflix. Elle peut nous aider à discuter de ça. Hein. Ça peut être intéressant. Il y a aussi des tas de films ou de séries qui peuvent aussi nous permettre de voir comment, à travers lesquels on peut discuter de l'égalité, des tâches. Et je pense qu'il y a des tas de choses comme ça qui nous sont proposées. On a le temps un peu plus d'être sur les écrans, de regarder les séries, la télé. Voilà, donc ça, c'est important. C'est vraiment intéressant parce que finalement, c'est une épreuve, un examen de passage. Hein, et le maître mot, moi, je pense que dans ce cadre-là, c'est le respect de soi et du coup, le respect de l'autre dans la réciprocité. Le couple, c'est une réciprocité
et puis aussi dans l'égalité, bien évidemment. Donc, même si on peut être très très optimiste, on n'oublie pas quand même que c'est quand même aujourd'hui les femmes qui sont, enfin, on reste avec ça en tête, c'est dans cette crise sanitaire qui devient une crise économique, c'est quand même les femmes qui sont impactées plus fortement que les hommes. On l'a vu aussi, au tout début du confinement, il a fallu quand même réinterroger les accès à l'IVG, qui d'un seul coup n'étaient plus disponibles, n'étaient plus si facilités. Déjà qu'ils ne le sont pas toujours à tous les endroits, sur tout le territoire national. Donc, c'est comment on s'est réinterrogé, comment les suivis de contraception aussi ont pu se faire, parce qu'on n'allait plus forcément chez son médecin, son gynéco facilement. Et bien, du coup, il a fallu quand même... il s'en est fallu de peu quand même pour que tout ça soit un peu parti dans du flou et où les femmes n'aient plus accès à ces outils de la sécurité. On a vu les internes en gynéco qui alertaient sur les violences faites aux femmes qui pouvaient remarquer lors des suivis de grossesse qu'ils étaient amenés à faire. Et puis se dire aussi que les IST, les grossesses non désirées, ça ne disparaît pas, magiquement. Dans le cadre, malgré le confinement, dans le cadre du confinement, c'est pas ainsi que ce qui ne disparaît pas et ce qui est dramatique et ce qui est vraiment là-dessus sur lequel il faut qu'on fasse attention en tant que sexologue et sur lequel il faut qu'on accompagne les gens, c'est vraiment sur toutes ces pressions que subissent, et là c'est encore bien plus souvent les femmes que les hommes, des pressions que les femmes subissent pour augmenter la fréquence des rapports sexuels, alors dans les duos mal assortis ou dans les duos pas assortis du tout, on est bien d'accord. Et puis, toutes celles ou ceux, et quand j'ai mis ceux, c'est notamment, je pensais beaucoup aux enfants et aux jeunes, filles et garçons, qui subissent dans le cadre du confinement, et là c'est dramatique, les rapports sexuels incestueux et criminels. On est bien d'accord qu'il faut être toujours vigilant, toujours attentif et toujours attentive. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Je pense que c'est vraiment ça. On sait bien que pour les femmes, rien n'est jamais vraiment acquis, même si les jeunes générations ont l'impression que tout ça, c'est facile parce qu'il y a la contraception, il y a l'IVG, il y a la place de la femme. Eh bien, les différentes Simone de Beauvoir et les autres se sont battus pour obtenir ça. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, ça reste instable. Je crois que la phrase de Simone de Beauvoir, elle est très très juste. Et c'est peut-être l'occasion d'ailleurs, le temps du confinement, de relire ou de lire Simone de Beauvoir, notamment seule, avec un conjoint, avec des enfants, avec des ados. C'est intéressant de pouvoir rediscuter de tout ça et de se dire que on est parti de loin, on a avancé, mais attention à ne pas reculer sous prétexte qu'on est dans une crise un peu particulière, un peu exceptionnelle. Voilà. Mais je crois vraiment dans les femmes et je crois dans leur volonté d'avancer, donc je me dis qu'on va y arriver. Oui, il faut. Merci beaucoup pour ce beau résumé de fin, pour votre présentation. Merci à vous, Georgina, et puis merci à Joël Mignot et Thierry Troussier de m'avoir invité à participer avec vous ce matin. On va arrêter le partage. Donc, c'était notre 11e session Intimus déjà. Le temps passe vite. Merci à vous, merci à tous nos auditeurs, merci à la technique, à Philippe Le Golidec, merci à mon assistante et ma collègue Grace. Donc, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous lundi à 11h. Toujours sur ce même lien pour un nouvel épisode. Nous allons traiter cette fois-ci de la masturbation, des plaisirs solitaires et du confinement avec notre invitée Marie-Noëlle Chabin. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci encore à vous, Claude. Et on se retrouve rapidement sur Zoom ou sur Facebook Live ou sur YouTube pour les replays. Bonne journée. Merci, au revoir.